Salut à tous, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. On va s'extraire de l'actualité, puisque parfois l'actualité cinéma est pas palpitante, et inaugurer une série de vidéos que j'avais envie de faire depuis quelque temps. C'est vous parler de films qui me tiennent à cœur, des films de patrimoine, comme on dit, historiques. Et j'ai revu récemment Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov, qui est un film russe de 1957, et c'est un film sublime. Et voilà, j'avais envie de vous en parler dans une analyse. Aujourd'hui, dans le rôle de l'agresseur, la Russie semble avoir oublié la déchirure profonde que fut pour elle la Seconde Guerre mondiale. D'abord pour défendre son territoire contre l'armée nazie, puis pour contre-attaquer jusqu'à Berlin. 21 millions de morts, soit 10% de sa population, les drames humains furent la règle à cette époque et dans ce pays. Vu par 28 millions de soviétiques à l'époque, Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov est peut-être le plus pur des films sur la Russie en temps de guerre et aussi l'un des plus grands sur la guerre en général. C'est l'une de ces œuvres qu'on peut voir et revoir sans que sa puissance ne diminue, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Si je devais donner l'idée force qui organise le film, c'est la vitalité. Paradoxal pour un film sur la guerre, mais les personnages et la mise en scène qui les suit au plus près exhalent une profonde énergie. Car oui, quelle mise en scène! Kalatozov s'est en particulier adjoint les services d'un grand maître, le directeur de la photographie Sergueï Ouroussevski. Les plongées, contre-plongées, profondeur de champ, travelling, plan séquence, clair-obscur nous défient constamment de regarder la réalité d'une manière différente, avec une intensité que justifie l'époque et où le vertige n'est jamais loin. Ce sera d'abord le vertige amoureux, puis le vertige de la guerre. Vertige amoureux car, au début de ce film incisif et sans temps mort d'1 heure et demie, nous faisons connaissance avec Boris et Véronica, l'image type du couple profondément amoureux. Des détails étonnants nous attachent rapidement aux personnages, comme une tresse de cheveux que Boris essore après qu'ils aient été éclaboussés, ou un embrassement suivi d'un baiser sur le nez. Les familles des amoureux sont aussi très touchantes, par exemple la droiture du père de Boris, l'inquiétude chevillée au corps de la grand-mère. Grâce à de surprenantes mais judicieuses ellipses, qui montrent que le film peut faire preuve d'une grande économie de moyens à côté des étourdissantes prouesses techniques qu'il accomplit, l'histoire des deux amants est vite percutée par la mobilisation de guerre, pour laquelle Boris se porte volontaire. Dès lors, Véronica, interprétée par une bouleversante Tatiana Samoylova, traversera le film comme un spectre en devenir, ou en tout cas comme on pense qu'elle risque de devenir. Devenue aussi orpheline de sa famille, elle est recueillie par la famille de Boris, dont aucune lettre ne parvient. Le film va mettre à l'honneur la lutte constante de Véronica pour justement échapper à ce destin de spectre. L'une des scènes clés est celle de la tentative de séduction du cousin de Boris, qui va jusqu'à la séquestrer. D'abord indifférente aux bombes qui s'apprêtent à tomber, Véronica semble sortir de sa tendance suicidaire et montre son destin de survie en se réfugiant dans les bras du cousin, avant de l'envoyer paître à grand renfort de gifles. Véronica est le personnage du mouvement et à ce titre constitue l'un des personnages les plus modernes des années 50, les personnages féminins. Les mouvements d'appareil du film ne font pas un étalage gratuit de virtuosité, mais se proposent tout simplement de coller au plus près du mouvement des protagonistes. Ainsi, de ce fabuleux travelling au point de ralliement des hommes mobilisés, où en un seul mouvement, toute la société soviétique est montrée dans ses pleurs et ses joies.
une scène qui en appellera une autre, au moins aussi impressionnante, en fin de film. Autre travelling, mais avec davantage de travail de montage selon la tradition de Sergei Eisenstein, celui qui suit Véronica. Ses jambes, les branches d'arbres ou encore une barrière sont filmés de très près et intégrés dans une alternance rapide de plans qui là aussi me paraît d'une modernité stupéfiante. Mais le plus grand des kaléidoscopes sera donné à Boris, personnage plus en retrait au final, mais dont la scène de mort sur le champ de bataille est proprement sublime. Elle procède du mélange entre funèbre et vital qui est au principe même du film. Sont montées en surimpression d'une part les images de sa montée tournoyante, quelques mois dans le passé, monter des escaliers pour rattraper sa dulcinée, et d'autre part la rotation étourdissante de la cime des arbres au-dessus de son corps à l'agonie. La projection de ses rêves est d'un romantisme pur, avec ce voile de mariée qui est aussi un voile macabre. Il y a aussi là parmi les plus touchantes dernières paroles d'un condamné. Что с тобой, Боря? Ты ранен? Ты ранен, Боря? Я не ранен. On ne sait pas si Boris est en plein déni de son état de santé, dans un héroïsme de guerre classique dans les films, ou si au contraire il a trop bien compris qu'il était en passe de mourir. Dans les minutes qui ont précédé, la guerre est décrite très loin des standards de l'héroïsme guerrier et de la troupe solidaire, puisque des soldats se chamaillent voire se battent, la boue n'est jamais loin, le cynisme non plus. Le film est riche aussi de sa subtile description du pouvoir soviétique, jamais frontal bien sûr à cause de la censure qui rôde, mais les slogans de guerre sont moqués et la police explicitement pointée comme encore plus menaçante que l'ennemi. La question des femmes qui restent à l'arrière dans la solitude la plus totale et décident de refaire leur vie est aussi un autre des thèmes traités, mais je voulais insister dans cette vidéo sur ce qui fait la première grandeur de ce film, un élan vital. Et je terminerai en vous disant une bonne nouvelle, qui est que le film est disponible sur YouTube gratuitement, sur la chaîne de l'éditeur russe Mosfilm. Alors les sous-titres sont en anglais, mais voilà, vous avez là plusieurs films aussi sur leur chaîne, d'autres films russes qu'ils ont édités et qui sont mis à disposition gratuitement. Si vous n'aimez pas les sous-titres en anglais, vous pouvez aussi vous procurer le DVD ou le Blu-ray de Quand passent les cigognes, qui est édité en France par les éditions Potemkin. Alors leur nom et le mien ont des similitudes, mais c'est une coïncidence, hein. Je ne travaille pas chez Potemkin Édition. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.